Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo plus classique cette fois. Dans ce nouveau Mag Magique, on va parler de ce que peut apporter la magie sur le plan médical. On verra ensuite comment faire une carte au portefeuille sans empalmage et enfin comment fabriquer ses propres enveloppes pour les routines de cartes. A tout de suite! Saviez-vous que la magie, comme beaucoup d'autres arts d'ailleurs, possède un vrai pouvoir, celui de guérir? Eh bien, on va en parler parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez alors qu'il s'agit pourtant d'un rôle important de l'illusionnisme, divertir et donner un peu d'espoir aux personnes malades. Alors pour moi, il y a deux facettes à évoquer, celle des spectateurs et celle des magiciens. Parce que oui, la magie peut aussi aider les magiciens à surmonter des difficultés, des accidents ou même des handicaps, comme on le verra juste après. Tout d'abord du côté des spectateurs. Donc là on parle des personnes atteintes de maladies et plus particulièrement les personnes hospitalisées. Eh bien, assister à un numéro de magie, ça permet évidemment d'apporter un moment de gaieté, de joie et de magie, donc ça leur permet de s'évader, de casser la monotonie des lieux et de la maladie. Mais un numéro de magie c'est aussi interactif, donc ça leur permet d'être actifs sur le moment, de participer à ce lien social qu'on leur apporte et de fait d'oublier un peu la maladie pendant un petit instant. Et ça c'est très important pour eux et d'ailleurs ça ne concerne pas que les enfants. Sur un plan plus psychologique, voir de la magie se dérouler devant leurs yeux, ça permet de leur donner un peu d'espoir. En voyant un miracle, ou en tout cas l'impossible se produire, eh bien ça peut les aider à envisager la guérison. On leur montre qu'il faut toujours y croire, parce que tout est possible. Et d'ailleurs, bien souvent, le moral et l'idée de guérison sont importants justement pour guérir. Alors, comment faire en tant que magicien pour aider les personnes malades? Eh bien, il existe en France plusieurs associations vers lesquelles vous pouvez vous tourner. Magie à l'hôpital, qui est parrainé par Eric Antoine, Magic Hôpital, il y a le camion magique de l'association Petit Prince, et il en existe probablement beaucoup d'autres. Vous trouverez en description tous les liens utiles. Vous pouvez également par vous-même contacter l'hôpital le plus proche de chez vous pour leur proposer d'apporter un peu de magie aux résidents. Évidemment, toutes ces actions sont bénévoles. Pour ma part, je ne me suis jamais lancé, mais je l'envisage dans les années qui viennent. Mais si vous-même vous êtes impliqué dans une association ou dans ce type d'action, eh bien n'hésitez pas à nous en parler dans les commentaires. Il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Faites connaître vos associations et vos actions, ça sera bénéfique pour tout le monde en fait. Maintenant, du côté des magiciens. D'abord, la magie c'est un peu comme du théâtre de proximité, on peut dire. Donc ça nécessite de s'ouvrir aux autres, de ne pas avoir peur d'aborder les inconnus et de leur parler. Et il y a beaucoup de magiciens qui étaient réservés, timides avant de faire de la magie. Et la magie les a beaucoup aidés à se sociabiliser et à combattre cette timidité. Il y a également des magiciens qui, suite à un accident, ont dû déployer beaucoup d'énergie et de force mentale pour pouvoir réapprendre à se servir de leurs mains, pour pouvoir continuer à faire de la magie. Shin Lim d'ailleurs en est un très bon exemple. Enfin, vous avez certainement déjà vu à l'œuvre Richard Turner, malvoyant, René Lavant, qui n'avait qu'un seul bras, ou encore la prestation fouleuse de Maddie Gilbert, qui n'a pas de main. Eh bien, ces personnes-là, qui souffrent d'un handicap physique qui a priori empêcherait de pouvoir faire de la magie, eh bien, elles ont trouvé des subterfuges, elles ont inventé des nouvelles techniques de manipulation, elles se sont adaptées pour pouvoir performer, et en plus avec brio. Ici, on voit que la magie et le courage permettent de dépasser les frontières du handicap pour pratiquement le faire oublier au profit du spectacle. Et c'est assez marrant de se dire que la finalité de la magie, c'est le divertissement et l'amusement. Et pourtant, on peut soulever des montagnes pour y arriver. C'est fou, cette différence, je trouve, entre les moyens mis en œuvre et la finalité qui est finalement du divertissement. Et c'est beau, en fait. Parce que là, j'en parle pour la magie parce que c'est ce qui nous intéresse sur cette chaîne, mais il existe beaucoup d'autres exemples dans d'autres formes d'art ou de divertissement, comme la musique, le théâtre, le cinéma, les jeux vidéo. Et en réalité, ces personnes, elles ont tiré leur force dans la passion qu'elles ont pour l'activité. C'est cette passion quasiment infinie pour la magie qui les a poussées à se dire « je vais y arriver, c'est pas un handicap ou un accident qui m'empêchera de pratiquer ma passion ». Et je pense que cette force, déployée en plus pour la bonne cause, elle devrait servir d'exemple dans plein d'autres domaines parce qu'elle illustre aussi notre humanité. Dans un tout autre registre, on va maintenant parler du fameux tour de la carte au portefeuille. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un grand classique de la magie des cartes. Une carte est choisie librement et signée par un spectateur, et elle se retrouve ensuite dans le portefeuille du magicien. C'est donc un effet de téléportation qui peut aussi être présenté comme un effet de voyage dans le temps, puisque selon la méthode qu'on utilise, parfois il est possible de montrer la carte dans le portefeuille avant même que le spectateur la choisisse, par exemple en plaçant le portefeuille sur la table au début de la routine.
ou même par extension toutes les routines de cartes dans la boîte qui s'en approchent beaucoup. Cette routine de la carte au portefeuille, elle est très puissante pour les spectateurs, mais elle présente malheureusement quelques inconvénients dans les méthodes employées qui souvent nécessitent un portefeuille truqué et la maîtrise de l'empalmage qui rebute beaucoup de magiciens. Donc moi je vous propose une version dans laquelle le portefeuille est normal et sans trop de manipulation. La voici. J'ai ici un petit porte-carte que je vais laisser de côté parce qu'il ne va pas nous servir tout de suite, et vérifiez bien surtout que je n'y touche pas jusqu'à la fin du numéro. Et j'ai là un ensemble de cartes qui sont des cartes Lorcana, c'est des cartes qui représentent des personnages de Disney, ça change un petit peu des piques cartes trèfle carreau. Et je vais vous demander de bien vouloir choisir une de ces cartes au hasard. Donc là le choix est effectivement libre, je n'ai pas de spectateur, donc admettons qu'il ait tiré cette carte-ci. Je peux l'avoir, il n'y a vraiment aucun problème. Alors vous avez choisi Timide. Je vous montre la carte, Timide. Et bien maintenant, je vais vous inviter à poser dessus vos initiales, un petit dessin, une signature, ce que vous voulez pour vous assurer que cette carte elle est bien unique au monde, qu'il n'y en a pas deux dans le monde identiques. Et maintenant, je vous demande de bien vouloir me dire stop pour la remettre. Stop ici, parfait. Voilà. Donc si on récapitule ce qui s'est passé, vous avez choisi une carte, vous êtes tombé sur Timide et vous avez mis vos initiales dessus. Eh bien en réalité, tout ce qui vient de se passer est impossible. Ce n'est pas possible que vous ayez choisi Timide et c'est impossible que vous ayez mis votre initiale dessus parce que depuis le début, Timide en fait n'est pas dans le jeu. Vous vous souvenez que depuis le départ, je vous ai dit que j'avais un petit porte-carte ici. Eh bien dans ce porte-carte, il y a une carte. Je ne sais pas si on la voit bien à la caméra, il y a une carte et une seule. Et cette carte, eh bien, justement, que vous le croyez ou non, eh bien, c'est effectivement le Timide que vous avez signé. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, d'abord, il vous faut un portefeuille normal, ou un petit porte-carte comme j'ai pris là. Moi, j'aime bien ce type de porte-carte, c'est fin, on peut mettre plusieurs paquets, on peut mettre aussi éventuellement des pièces. À la base, il y avait un petit zip ici que j'ai enlevé, je trouve que c'est plus simple comme ça. Et j'ai payé ça 2 € ou 3 €, voilà. Ce qui est intéressant avec le porte-carte, c'est que comme il est ouvert, ça vous permet de montrer la carte dès le début de la routine si vous le voulez ou pas. C'est vraiment comme vous préférez, suivant l'impact que vous voulez avoir sur vos spectateurs. Et la préparation, elle consiste à préparer une carte double dos. Et cette carte double dos, vous allez la placer dans le porte-carte ou dans le portefeuille. Alors pour préparer une carte double dos, c'est très facile. Il vous suffit simplement de prendre 2 cartes, de découper un petit peu les coins, là, de séparer pour pouvoir les déchirer, enlever une pellicule d'épaisseur. Vous faites sur 2 cartes différentes et ensuite vous allez avoir du coup une carte double dos en collant les dos ensemble. Cette carte double dos, elle va être un petit peu plus épaisse qu'une carte normale. Je ne suis pas sûr que je puisse vous montrer ça à la caméra, mais sincèrement, c'est vraiment pas très visible. Pour les spectateurs, en tout cas, ça ne posera aucun problème. Sinon, si vous utilisez des cartes Bicycle classiques, eh bien, vous pouvez acheter des cartes double dos directement fabriquées en boutique de magie. Donc, vous placez cette carte dans le portefeuille. Alors là, moi, j'aime bien la laisser dépasser un petit peu pour que les spectateurs la voient quand on va retourner et surtout pour pouvoir l'attraper après. Et vous placez votre porte-carte dans votre poche et vous êtes prêt. Au moment de présenter la routine, donc vous pouvez faire comme moi, vous pouvez poser le porte-carte sur la table, vous pouvez aussi le garder en poche si vous préférez et le sortir uniquement à la fin. Vous faites choisir une carte librement, la carte est vraiment librement choisie, vous la faites signer, ça c'est important parce que le public, il ne faut vraiment pas qu'il croie que vous avez mis un duplicata de la carte dans votre portefeuille depuis le départ. Et au moment de la remettre dans le jeu, eh bien, vous allez la contrôler sur le dessus du jeu. Donc, bon, c'est assez simple, hein. Par exemple ici, donc j'ai Timide. Vous allez par exemple utiliser le contrôle au mélange hindou, c'est ce que j'ai utilisé dans la démonstration. Vous allez venir récupérer à l'arrière un petit paquet de cartes pour, alors je vous montre ça, voilà, j'ai récupéré un petit paquet de cartes pour finir le mélange, pour pouvoir ensuite déposer la carte du spectateur au-dessus du jeu. C'est un des contrôles de cartes possibles. L'idée, c'est d'utiliser un contrôle de carte, que ce soit celui-là ou n'importe lequel, pour que la carte du spectateur se retrouve au-dessus du jeu. Ensuite, vous présentez le portefeuille, puis la carte qu'il contient. Vous pouvez expliquer, comme moi, que tout ce qui s'est passé jusqu'avant était impossible puisque la carte était déjà là.
Ou alors vous pouvez inventer, moi je vous invite à inventer votre propre boniment par rapport à ce qui vous convient à vous. Ça va être là où vous allez faire la personnalisation du tour, c'est là où vous allez imaginer une idée de routine qui vous convienne. Et alors c'est maintenant que ça se passe. Pendant que vous montrez la carte et le portefeuille, vous allez préparer une levée double. Je n'ai pas vraiment parlé encore de la levée double, mais bon, j'imagine que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, vous trouverez plein de tutos sur Internet ou dans les bouquins de magie. Donc l'idée, ça va être de venir faire une brisure avec votre petit doigt. Donc c'est-à-dire de pousser la carte avec le pouce, la carte du dessus, la carte du spectateur. Vous allez la pousser avec le pouce, très légèrement, hein, de même pas 1 centimètre. Et ensuite, vous allez la reculer avec le petit doigt pour garder un espace entre la carte et le reste du paquet. Et c'est votre petit doigt, ici, hein, c'est compliqué à vous montrer sans tout lâcher. En gros, c'est le petit doigt ici qui va maintenir l'espacement de la carte. Ça va servir ensuite pour la levée double. Et donc, au moment où vous allez faire ça, pour éviter que le public le voie, vous allez porter l'attention sur le portefeuille et sur la carte qu'il contient. Là, les spectateurs vont se dire « Tiens, c'est bizarre, il y a une carte qui dépasse, qu'est-ce que c'est ?» Vous êtes en train de parler et tout en faisant ça, vous faites votre préparation de levée double ici. Dans l'absolu, vous pourriez le faire comme ça devant les gens en poussant et en faisant ça, ils ne verraient rien du tout puisque leur attention est focalisée sur le porte-carte et la carte qu'il contient. Mais voilà, vous pouvez le faire en mode discretos. Vous pouvez ensuite, d'ailleurs, pour éviter que si vous êtes entouré de spectateurs, vous pouvez mettre le paquet comme ça vers vous, au repos par exemple sur la table, pour masquer la brisure, être sûr que personne ne voit que vous avez pris une brisure ici. Donc, une fois que vous avez présenté la carte au spectateur, vous allez bien sûr devoir montrer sa face et donc pour ça, vous allez venir la récupérer. Donc là, on a une incohérence, on devrait normalement poser ces cartes-là et venir prendre uniquement celle-là et la retourner, si c'était vraiment la carte du spectateur. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, on va utiliser ce paquet-là et on va venir récupérer la carte comme ça. Pour les spectateurs, vous avez simplement les mains prises et donc c'est pour ça que vous faites cette manip-là. Vous ne prêtez pas plus attention que ça, vous venez, vous prenez la carte et vous l'alignez avec le reste du jeu. Le porte-carte, vous pouvez le poser, le confier à quelqu'un, on s'en fout. Vous laissez tomber la carte par-dessus celle qui est gardée en brisure ici. Et là, vous allez faire votre plus belle levée double pour retourner les deux cartes comme une seule. Vous pouvez le laisser retomber sur le paquet, il n'y a pas de souci. Vous montrez clairement qu'il s'agit de la carte signée par le spectateur. Vous la lui donnez, vous la lui confiez. Et le fait de l'enlever du jeu, même si quelqu'un se dit « Tiens, c'est bizarre, il en a retourné deux », la carte double dos vous sert à masquer justement le fait que vous en aviez retourné deux. Là, vous êtes clean pour les spectateurs. Donc on se demande comment c'est possible qu'il n'y ait plus qu'une seule carte, il vient de la retourner. Donc c'est bien effectivement celle-là qui l'a retournée, et donc celle-là qui était dans le portefeuille. Ensuite, donc soit vous allez vous débarrasser de votre carte double dos, par exemple en récupérant le jeu, vous mettez vos mains dans vos poches pendant que les spectateurs sont en train de regarder la signature, que c'est bien effectivement sa carte, vous avez tout le loisir de vous débarrasser de la carte double dos dans votre poche. Sinon, vous pouvez aussi la laisser dans le jeu et vous en servir juste après pour faire un effet de carte qui s'est retournée dans le paquet, voilà, pour enchaîner avec une autre routine. Et vous pouvez aussi vous servir de la carte double dos comme d'une carte clé pour le tour prochain, puisque comme elle est un petit peu plus épaisse, si vous l'avez fabriquée vous-même, elle est un petit peu plus épaisse que les autres, vous allez la sentir au toucher. Et donc, vous pouvez vous en servir comme carte clé pour retrouver la carte d'un autre spectateur juste après. La carte signée, eh bien, elle est foutue. Donc je vous conseille de la laisser au spectateur qui l'a signé, un petit souvenir, comme ça il se souviendra, ça se trouve il la jettera, mais ça se trouve il la gardera et il se souviendra que vous lui aviez fait cet effet-là. Alors c'est sûr que cette présentation-là ne vaut pas la routine classique dans laquelle la carte du spectateur se retrouve effectivement dans le portefeuille. Mais je trouve quand même intéressant d'avoir une version quasi impromptue qu'on peut garder toujours sur soi et surtout à moindre coût et effort. Là, une simple levée double, une carte double dos et un petit porte-carte que vous avez payé pas cher du tout. Une variante pourrait consister à forcer la carte, ne pas la faire signer et sortir un duplicata du portefeuille qui aurait déjà été prévu à l'avance. Et là, sincèrement, je doute que ce soit très magique pour le public. La carte au portefeuille, il faut qu'elle soit signée pour que ce soit vraiment impactant. Donc je préfère cette version-là. Enfin, il existe aussi des portefeuilles truqués qui permettent de réaliser cet effet sans empalmage, comme le CTW Wallet ou le Edge Wallet, dont je vous parlerai bientôt. Mais là encore, ça a un coût, et finalement, ça se rapproche de la version que je vous ai proposée ici. Pour les spectateurs, c'est un petit peu la même chose, dans le sens où on va venir manier le portefeuille par-dessus le paquet. On va être obligé de la poser au-dessus du paquet. Si on ne veut pas faire d'empalmage, en fait, la carte, elle est forcément là. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être que vous connaissiez déjà, n'hésitez pas à me dire ça.
J'ai hâte de lire vos avis sur cette version. Avez-vous remarqué comme il est difficile de trouver dans le commerce des enveloppes de la taille d'une carte à jouer? Même sur internet, c'est pas évident. On en a pourtant très souvent besoin, nous les magiciens, mais finalement ça peut se comprendre parce qu'à part nous, qui d'autre a besoin de placer une carte dans une enveloppe? Donc forcément, ça va être un produit de niche uniquement réservé aux magiciens. Donc on peut en trouver dans les boutiques de magie, mais c'est souvent un peu cher et puis c'est pas toujours facile quand même d'en trouver. Moi, je m'attendais sincèrement à ce qu'il y ait des boutiques de magie qui vendent des enveloppes de cette taille-là par le paquet de 100 ou de 50 ou de 20 ou même de 10. Eh bien non, ça n'existe pas. Ou en tout cas, moi, j'ai jamais trouvé ça, donc si vous connaissez, n'hésitez pas à partager les adresses. Donc on va voir des astuces pour fabriquer soi-même des enveloppes de la bonne taille ou se les procurer pour pas trop cher. Alors déjà, fabriquer une enveloppe, c'est pas si compliqué que ça, hein. Il suffit d'avoir du papier, un papier un peu cartonné, une règle, un cutter et de la colle, en gros c'est tout. Donc l'idée, ça va être de prendre une carte, de la placer sur le papier que vous avez, et puis de noter les dimensions nécessaires. Alors attention, il faut penser au rabat, puisque une enveloppe, vous allez avoir au moins un rabat comme ça, et au rabat intérieur aussi. Parce que pour coller les bords, alors je vais essayer de m'approcher un petit peu, pour coller les bords à l'intérieur, le mieux c'est de prévoir un petit rabat plié et de coller le bout extérieur au rabat qui a été plié. Ça vous permet d'avoir une sorte de charnière pour pouvoir ouvrir votre enveloppe facilement. Parce que si vous collez les bords, c'est bête, mais si vous faites un petit demi-centimètre de colle ici par exemple sur le bord à l'intérieur, eh bien quand vous allez ouvrir, ça va tirer, ça va fragiliser en fait votre jonction. Alors que si vous faites un rabat plié, eh bien vous avez votre charnière qui est prête et qui va vous permettre d'ouvrir l'enveloppe sans problème. C'est des trucs tout bêtes, mais effectivement il faut penser à ça au moment où on va découper notre feuille de papier. Alors moi je vous conseille d'abord de faire des essais avec une feuille blanche normale, une feuille d'imprimante ou même une feuille de brouillon directement, et de voir un petit peu ce que ça donne, de coller et puis de voir ce que ça rend en termes de taille. Est-ce que vous arrivez à facilement rentrer la carte ou est-ce qu'il faudrait prévoir un petit peu plus large, etc. Parce qu'effectivement, il ne faut pas que l'enveloppe soit trop serrée, sinon vous allez galérer pour mettre la carte ou pour l'enlever. C'est dommage quoi, il faut prévoir une petite marge au moins d'un demi-centimètre pour être sûr que votre carte va rentrer facilement et que vous n'allez pas galérer. Surtout si vous appuyez sur les côtés, vous allez forcément réduire la largeur, donc il faut penser à ça. Vous voyez, c'est plein de petites subtilités comme ça. Eh bien, si vous faites des essais sur une feuille qui coûte pas cher, c'est pas grave, vous faites plusieurs tests, vous voyez comment plier ça, quel est le plus joli, et puis une fois que vous êtes arrivé à avoir une forme et un patron, un modèle qui vous convient, et bien là, vous allez pouvoir basculer sur une feuille cartonnée et reproduire votre modèle. Alors, pour le papier, je vous conseille de prendre un papier de couleur ou noir de préférence. Après, c'est vous vraiment qui voyez, si vous préférez du bleu ciel, du jaune ou du blanc. L'avantage par contre des couleurs claires, c'est que vous allez pouvoir imprimer dessus avec une imprimante classique. Donc vous allez pouvoir personnaliser vraiment vos enveloppes. Si vous ne voulez pas forcément imprimer, vous pouvez prendre du noir. Alors c'est pas évident de trouver du papier noir cartonné comme il faut et pas trop cher. Moi j'ai trouvé ça à Cultura. C'est 1,50 € les 10 feuilles. Qui sont donc au format A4, elles font 220 grammes d'épaisseur, enfin pour l'épaisseur quoi, c'est 220 grammes par mètre carré je crois, quelque chose comme ça, vous me corrigerez si je me trompe. En tout cas en termes de qualité, en termes d'épaisseur, elles sont vraiment top, elles sont vraiment cartonnées comme il faut, je pense qu'on entend, elles sont mates et noires, enfin elles sont vraiment parfaites je trouve. Personnellement moi maintenant je n'utilise plus que ça. Et encore une fois, 1,50 € les 10 feuilles, franchement, c'est vraiment pas cher du tout. Ensuite, avec un peu d'entraînement, vous allez même pouvoir fabriquer des enveloppes truquées, par exemple des enveloppes à deux sorties, type Imbert. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce que je ne sais pas trop quelles sont vos connaissances, mais en fonction de ce que vous savez qui existe, eh bien, vous pouvez ensuite fabriquer vos propres enveloppes truquées. Donc là, je vous laisse voir ça, mais effectivement, c'est tout à fait possible. Et c'est pas tellement plus compliqué que de faire des enveloppes normales. Ensuite, si vous n'êtes pas du tout bricoleur ou que vous ne voulez pas vous embêter, eh bien je vous conseille d'acheter vos enveloppes auprès de Handmade Manufacturer. Je vous mets le lien en description. Contrairement à ce que son nom indique, c'est une entreprise française, il est tout seul, c'est un seul gars derrière ça. Il fabrique lui-même les enveloppes à la main, donc là j'en ai un exemplaire ici. Elles sont vraiment de qualité professionnelle, elles sont vraiment abordables au niveau du prix. Ici, vous voyez, donc j'en ai une avec un petit point d'interrogation imprimé en doré, là, en brillant. C'est très très beau, elles sont vraiment parfaites. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra, mais voilà, il y a des petits effets, vous voyez,
mise en forme, on va dire. Enfin voilà, elles sont vraiment très très belles. Donc là, j'ai une enveloppe simple, non truquée. Mais par exemple, l'enveloppe double ou triple sortie, elle coûte 5 € ou 6 € quand on veut un rabat magnétique. En plus, vous avez donc certaines enveloppes qu'ils fabriquent avec des rabats magnétiques. Apparemment, ça a une meilleure durabilité et surtout, ça va maintenir le rabat bien collé. Dans certaines enveloppes truquées, c'est important. Alexis a fait un avis dessus il y a 2 ans, je crois, donc inutile que j'en dise plus. Vous avez tout ce qu'il faut dans son avis. Vous trouverez aussi les cartes sur le site de Marchand de Trucs. Je crois qu'ils ont l'exclusivité, mais je pense qu'il vaut mieux directement les acheter auprès du créateur. Après, je ne sais pas comment ils se sont arrangés entre eux. En tout cas, si vous faites une commande chez Marchand de Trucs, eh bien, vous pouvez commander directement les cartes. Vous ne payerez pas les frais de port du coup, puisque vous aurez les frais de port avec votre commande globale, quoi. Vous pouvez également contacter Handmade Manufacturer, c'est vraiment pas facile à dire, Handmade Manufacturer, vous pouvez le contacter directement si vous avez des besoins de taille ou de couleur particuliers. Il peut vous faire des enveloppes à la demande. Il fait aussi d'autres types d'accessoires, je vous laisse découvrir sa boutique. Alors je tiens à préciser que ce n'est pas une publicité, hein. J'ai même pas contacté Handmade Manufacturer, j'ai réussi à le lire, mais j'ai décidé de vous en parler parce que je pense que c'est important de donner de la visibilité à ce genre d'artiste passionné et doué. Il fait vraiment du travail de très grande qualité et abordable et très utile, puisque nous les magiciens, encore une fois, on a besoin d'enveloppes de ce type-là, très régulièrement. Et d'ailleurs, si vous connaissez d'autres adresses, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, à les partager avec nous, ça sera vraiment avec plaisir. Ainsi s'achève ce 35e numéro du Mag Magique. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, bien pensez au petit pouce en l'air avant de partir pour aider la chaîne. Je vous prévois dans les semaines qui viennent quelques petites vidéos plus courtes pour vous présenter plusieurs accessoires que j'ai achetés récemment et qui, je pense, devraient vous intéresser. Je vous laisse sur la traditionnelle citation magique et je vous dis comme d'habitude à bientôt pour la prochaine vidéo de la magie sous un autre angle.